Marilyn Shepard, femme du médecin Samuel Shepard, s'est faite froidement assassiner une nuit de juillet 1954. Si son meurtre a fait écho au moment des faits, près de 50 ans après le drame, elle a encore beaucoup fait parler d'elle et aura donné du fil à retordre aux policiers chargés de l'enquête. Mais alors, qui a tué la femme du médecin? Son mari, un proche envieux, une maîtresse jalouse? Installez-vous confortablement et découvrez qui est le coupable de l'horrible meurtre de Marilyn Shepard. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du cas de Marilyn Shepard qui est une jeune femme qui s'est faite froidement assassiner un soir de juillet 1954. Cette histoire est assez particulière puisque le dénouement de celle-ci on ne l'aura que 50 ans après, donc restez bien jusqu'à la fin de celle-ci. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et des commentaires, à vous abonner juste en dessous. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Samuel et Marilyn Shepard. Samuel Holmes Shepard est né le 29 décembre 1923 à Cleveland dans l'Ohio. Il est le plus jeune des trois fils de Richard Allen Shepard et il a fréquenté l'école secondaire de Cleveland Heights où il était un excellent élève et un grand sportif. En effet, Samuel excellait dans le football américain, le basket et l'athlétisme, tout en étant président de sa classe durant 3 années consécutives. Samuel était un jeune homme qui était apprécié de tous et faisait partie de ce qu'on appelle les populaires du lycée, et donc il a vraiment eu une adolescence un peu sans encombre où tout se passait relativement bien. Il avait plein d'amis, autant garçons que filles, donc bon, c'était vraiment le garçon qu'on n'allait pas du tout plaindre. C'est d'ailleurs lorsqu'il était au lycée qu'il a rencontré sa future femme qui s'appelle Marilyn Reese, avec qui il a eu une très belle histoire d'amour. Après son diplôme, Sam a reçu énormément de propositions de bourses sportives afin d'intégrer certaines universités, mais Sam, lui, bien qu'il adorait le sport, ne voulait pas du tout faire carrière là-dedans, mais il a choisi de suivre l'exemple de son père ainsi que de ses frères et a décidé de commencer une carrière dans la médecine ostéopathique et s'est inscrit au Hanover College dans l'Indiana. Il a également suivi des cours complémentaires à la Case Western Reserve à Cleveland et il a ensuite terminé ses études de médecine à Los Angeles où il a obtenu son diplôme. Samuel Shepard a terminé son stage et sa résidence en neurochirurgie à l'hôpital général du comté de Los Angeles et c'est le 21 février 1945 à Hollywood en Californie que Samuel Shepard a épousé Marilyn Reese qui a laissé son nom pour devenir Marilyn Shepard. Quelques années plus tard, le couple Samuel et Marilyn ont décidé de revenir s'installer dans l'Ohio puisque Samuel a rejoint le cabinet médical qui était en pleine croissance de son père à l'hôpital Bayview. Après cette brève présentation de Samuel et de Marilyn Shepard, nous allons passer directement au vif du sujet, soit à la nuit du 3 juillet 1954. Sam et Marilyn avaient organisé une petite réception dans leur maison au bord du lac et ils ont invité donc plusieurs voisins à venir chez eux et tout semblait se passer à merveille, tout le monde s'amusait bien, ils rigolaient et rien ne semblait présager le terrible drame qui allait s'y dérouler. Pendant que tous ensemble ils regardaient le film Strange Holiday, Samuel Shepard s'est endormi sur le lit de repos du salon et donc Marilyn s'est occupée seule de congédier tous les voisins. Marilyn est ensuite partie se débarbouiller dans la salle de bain, puis s'est couchée en laissant son mari endormi dans le salon. Ce n'était pas la première fois que ça arrive et ce n'est jamais trop dérangeant. Au contraire, elle avait le lit pour elle toute seule cette nuit-là. La nuit se déroule et c'est aux premières heures du matin du 4 juillet 1954, aux alentours de 5 heures du matin, que Samuel Shepard va se réveiller en sursaut puisqu'il entend les cris de sa femme Marilyn à l'étage qui semblent provenir de leur chambre à coucher. Évidemment, Sam va monter en courant dans la chambre et c'est là qu'il va découvrir sa femme, Marilyn Shepard, âgée de 31 ans au moment des faits, morte sur le lit conjugal. Marilyn a donc été battue à mort dans son lit avec un instrument encore inconnu aujourd'hui. La chambre était couverte de sang et des gouttes de sang ont même été retrouvées sur les planchers de toute la maison. On apprendra par la suite que Marilyn était enceinte de 4 mois quand elle est décédée.
Certains objets de la maison, comme un montre-bracelet, les clés et le porte-clés de Sam, semblaient avoir été volés puisqu'ils ne se trouvaient plus à l'intérieur de la maison, mais plusieurs objets, dont ceux-ci, ont été retrouvés dans un sac de transport pas très loin derrière la maison. C'est vers 5h40 du matin que l'un des voisins va recevoir un appel urgent de la part de Sam qui le supplie de venir vite à son domicile. Lorsque le voisin et sa femme sont arrivés sur les lieux, ils ont vu Samuel Shepard qui était torse nu avec seulement un pantalon et qui avait une grosse tache de sang au niveau du genou. Le policier Fred Drenkan est arrivé sur les lieux du meurtre vers 6h du matin. Fred est donc le premier officier à voir le corps, les taches de sang dans toute la maison ainsi que les preuves d'un vol apparent. Sam rapporte donc de manière totalement disjointe à Drenkan, l'officier de police, qu'il a entendu Marilyn, sa femme, crier à l'étage. Il a donc couru vers celle-ci, il s'est battu dans les escaliers avec un homme et s'est réveillé de nouveau près du lac. Sam semblait totalement désorienté et sous le choc, ce qui n'est absolument pas étonnant puisqu'il est tombé nez à nez avec son agresseur et qu'il a vu sa femme morte sur son lit. Mais évidemment, il reste tout de même un petit peu suspect auprès des policiers puisqu'il reste le mari de Marilyn, la dernière personne à l'avoir vu et que pour le moment, le fameux agresseur est hors de portée de tous. Les voisins comme Samuel vont être interrogés et on va apprendre alors que le chien de la famille n'a pas du tout aboyé en entendant la présence d'un inconnu dans la maison, ce qui est tout de même assez étrange puisque la majorité des chiens, qu'importe leur taille, qu'importe leur race, lorsqu'ils sont chez eux et que n'importe qui vient chez eux, ils vont forcément aboyer, je parle dans la majorité des cas, pour prévenir leur maître qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc c'est un petit point que les policiers vont évidemment retenir dans leur rapport. On va aussi apprendre qu'ils ont un fils qui est âgé de 7 ans, qui s'appelle Sam Junior, et qu'il dormait dans la chambre adjacente lorsque le drame est arrivé. Samuel est resté quelques jours à l'hôpital puisqu'il était en état de choc, et une fois à sa sortie, il a été interrogé de nouveau par les policiers, maintenant que tout semblait un petit peu plus clair dans sa tête. Sa maison était placée sous scellé le temps de l'enquête et dans les médias on ne parle que de cette affaire. Les funérailles de Marilyn Shepard ont eu lieu le 7 juillet 1954 et son fils Sam Junior n'a pas pu y assister à cause de l'ampleur médiatique que l'affaire avait prise. Le 8 juillet 1954, Samuel Shepard publie une déclaration disant qu'il a pleinement coopéré avec les autorités. Il offre d'ailleurs une récompense de 10 000 $ pour l'arrestation et la condamnation du tueur de Marilyn. Et le 9 juillet 1954, le lendemain, Sam rentre chez lui avec les forces de l'ordre pour rejouer les événements du 4 juillet. Cependant, bien que Sam semble coopérer avec les forces de l'ordre sans aucun souci, il explique tout de même aux policiers qu'il refuse de se soumettre à un test de détecteur de mensonges pour le moment. Entre-temps, évidemment, l'enquête avance et les policiers vont apprendre une possible relation extra-conjugale entre Samuel Shepard et une autre femme nommée Suzanne, que les policiers vont évidemment interpeller. Suzanne était une technicienne de laboratoire de 24 ans qui travaillait au même hôpital que Sam et c'est là qu'ils se sont rencontrés. On en vient alors au 22 juillet 1954 où Samuel Shepard va de nouveau se faire interroger par les forces de l'ordre, notamment par rapport à cette liaison prétendue avec Suzanne, et celui-ci va de nouveau nier cette liaison, ce qui va évidemment lui porter préjudice par la suite puisque ça va être prouvé par A plus B que Suzanne et Sam avaient une liaison ensemble. Puisque en effet, le 24 juillet, soit à peine 2 jours plus tard, c'est Suzanne de son côté qui va se faire de nouveau interroger par les forces de l'ordre, et celle-ci, sans aucun remords, va assumer totalement sa liaison avec Sam. Le mari de Marilyn a donc été arrêté par les forces de l'ordre, il a été emprisonné, mais de suite libéré sous caution puisqu'il a payé une caution de 50 000 $ pour pouvoir être libéré sous liberté conditionnelle. Évidemment, vous vous doutez bien que le mensonge de Sam concernant sa liaison avec Suzanne va totalement lui porter préjudice et va être utilisé pour pouvoir destituer sa crédibilité lors du procès qui va suivre. Et après sa libération sous caution, à peine quelques semaines plus tard, Samuel Shepard va de nouveau se faire arrêter par les forces de l'ordre et cette fois-ci, il se fait accuser de meurtre au premier degré sur la personne de Marilyn Shepard. Les policiers pensent que Samuel aurait tué sa femme pour pouvoir se mettre en couple avec sa maîtresse, Suzanne. Mais pour beaucoup, il semblerait qu'elle avait seulement passé quelques heures avec le docteur. Ils auraient connu quelques étreintes furtives en automobile ou encore chez des amis complaisants, mais il ne semble pas que Sam ait sérieusement songé à se séparer de sa femme. Le procès de Samuel Shepard a commencé le 18 octobre 1954 et il a duré 9 semaines.
L'enquête sur le meurtre ainsi que le procès ont été remarquables pour la vaste publicité. Certains journaux et autres médias de l'Ohio ont été accusés de partialité contre Sam et de couverture incendiaire de l'affaire. Ils ont d'ailleurs vivement été critiqués pour l'avoir immédiatement qualifié comme seul suspect viable de cette enquête, et un juge par la suite a d'ailleurs déclaré ceci. S'il n'y a jamais eu un procès par un journal, c'est un exemple parfait, et l'exemple le plus insidieux a été la Cleveland Press. Pour une raison quelconque, ce journal a assumé le rôle d'accusateur, de juge et de jury. Il semblait à l'époque, et c'est d'ailleurs même sûr aujourd'hui, vous comprendrez dans la suite de cette affaire, que les médias locaux à cette époque influençaient totalement les enquêteurs et même le jury. Les médias locaux avaient publié en première page des histoires salaces et incendiaires concernant le docteur Samuel Shepard et ils n'avaient aucune preuve à l'appui et d'ailleurs plusieurs histoires qu'ils avaient racontées ont ensuite été réfutées. Donc les journaux avaient littéralement un rôle d'accusateur, ils accusaient un homme sans aucune preuve, juste en entendant des bruits de couloir et ça a totalement porté préjudice à Samuel. Ça ira au point où au cours du procès, une émission de radio populaire a diffusé un reportage sur une femme qui dit être de New York, qui aurait été la maîtresse de Samuel et même la mère d'un de ses enfants illégitimes. Et évidemment, comme le jury n'a pas été séquestré, 2 des jurés ont admis avoir entendu cette émission pendant que le procès se déroulait, mais le juge, lui, n'a pas décidé de les rejeter et les a donc gardés dans le jury malgré qu'il n'était plus du tout impartial, puisqu'ils avaient entendu le témoignage d'une femme qui, en plus, ne faisait pas du tout partie de l'accusation. Quoi qu'il en soit, malgré les médias, le procès continue et l'avocat de Sam, William Corrigan, a fait valoir que son client avait subi des blessures graves et que ces blessures avaient été infligées par l'intrus. L'avocat a basé son argument sur le rapport du neurochirurgien Charles Hankins qui a examiné Samuel Shepard après cette fameuse agression. Il aurait constaté qu'il avait subi une commotion cérébrale cervicale, une liaison nerveuse, de nombreux réflexes absents ou faibles, notamment sur le côté gauche de son corps, et une blessure dans la région de la deuxième vertèbre cervicale à l'arrière du cou. Le médecin a ensuite déclaré qu'il était impossible de simuler ces blessures ou de simuler les réponses réflexes manquantes. La défense a en outre fait valoir que la scène du crime était extrêmement sanglante, mais la seule preuve de sang apparaissant sur Sam était une simple tache de sang sur son pantalon, qui peut être expliquée par le fait qu'il s'est tout simplement approché de sa femme afin de vérifier si celle-ci respirait encore. L'avocat a également fait valoir que 2 des dents de Marilyn avaient été cassées et que les morceaux avaient été retirés de sa douche, ce qui suggère que Marilyn avait peut-être mordu son agresseur, et l'avocat va s'empresser de dire au jury que Sam n'avait aucune blessure ouverte. Samuel Shepard a pris position pour sa propre défense, témoignant qu'il avait dormi en bas sur un lit de repos lorsqu'il s'est réveillé au cri de sa femme. Il explique qu'il a couru en bas et qu'il a poursuivi ce qu'il décrit comme un intrus aux cheveux brouillés jusqu'à la plage du lac en dessous de sa maison avant d'être à nouveau assommé. La défense a appelé au total 18 témoins et 2 d'entre eux ont déclaré avoir vu un homme aux cheveux touffus près de la maison des Shepard le jour du crime. Le 21 décembre 1954, après avoir délibéré durant 4 jours, le jury a déclaré Samuel Shepard coupable de meurtre au 2e degré, suite à quoi il a été condamné à la prison à perpétuité. Évidemment, cette histoire ne s'arrête pas là et Samuel espère un jour pouvoir être innocenté du crime de sa femme. L'avocat de Samuel Shepard, William Corrigan, a passé 6 ans au total à faire appel dans le but d'avoir un nouveau procès, mais tous ces appels ont été rejetés un par un. Alors pendant ce temps, durant qu'il était en prison, en 1959, Samuel Shepard a participé à des études sur le cancer, permettant alors d'injecter des cellules cancéreuses vivantes dans son corps. Le 30 juillet 1961, l'avocat de Samuel Shepard, qui s'appelle donc William Corrigan, est malheureusement décédé, et c'est ainsi que Maître Bailey a pris la relève en tant que conseiller principal de Samuel. Ce nouvel avocat va donner un nouveau souffle à cette enquête puisqu'il va faire une requête d'habeas corpus qui a été accordée le 15 juillet 1964 par un juge. Ce juge a qualifié le procès de 1954 comme un procès qui a déchiqueté tous les droits de Samuel Shepard et que celui-ci était un vrai carnaval de justice et qu'il n'aurait littéralement jamais dû avoir lieu. L'État d'Ohio a de suite reçu l'ordre de libérer Samuel Shepard sous caution et il a donné au procureur 60 jours pour porter des accusations contre lui, sinon l'affaire serait rejetée définitivement. L'État de l'Ohio a donc décidé de faire appel de la décision à la Cour d'appel de la Cour du 6e circuit
qui le 4 mars 1965 a renversé la décision du juge fédéral. C'est alors que son avocat a décidé de refaire un appel à la Cour suprême des États-Unis et que le 6 juin 1966, la Cour suprême par un vote de 8 contre 1 a annulé la condamnation pour meurtre et la décision a noté entre autres facteurs qu'une atmosphère de carnaval avait imprégné tout le procès. Le cas fut examiné par la Cour suprême des États-Unis qui retint que la condamnation de Samuel Shepard était le résultat d'une atmosphère de carnaval et que le juge de première instance à l'époque était partial contre Shepard. Au terme d'un second procès en 1966, Samuel Shepard est alors acquitté et non pas parce qu'on le pensait innocent mais parce que ses avocats avaient démontré qu'un procès équitable était impossible. 3 jours après sa libération en 1964, Samuel a épousé Ariane Teben-Johans, une divorcée allemande qui avait correspondu avec lui durant tout son emprisonnement. Mais le couple a malheureusement divorcé en 1969. Et par le plus grand des hasards, Sam a ensuite eu une carrière de lutteur professionnel et il a aussi ouvert un cabinet médical à côté. La même année que son divorce, il a rencontré et épousé une autre femme qui s'appelle Colleen Strickland et il a été retrouvé mort dans sa maison 6 mois plus tard, le 6 avril 1970. Et l'affaire aurait pu s'arrêter là, mais ce n'est pas tout puisque cette fois-ci c'est son fils Samuel Jr. qui va décider de reprendre la relève puisqu'il cherche désespérément à défendre l'honneur de son père et prouver son innocence. Il ne veut pas qu'il soit considéré comme l'homme qui est sorti de prison puisqu'on n'a pas pu prouver que c'était lui, mais il veut qu'il soit vraiment innocenté et que l'on trouve même l'assassin de sa mère. Un soir en 1990, Sam Jr. aurait reçu un appel d'un homme bizarre, un informateur inconnu, qui lui aurait décrit l'assassin de sa mère. L'informateur parle d'un laveur de carreaux auquel Marilyn, sa mère et victime, aurait parfois eu recours et c'est un dénommé Richard Eberling. À l'époque du meurtre, cet homme, Richard Eberling, était soupçonné d'être l'auteur d'une centaine de cambriolages dans la région. Il avait finalement été emprisonné à vie pour le meurtre d'une impotente dont il avait falsifié le testament. Et c'est en mars 1996 que Sam Jr. a lancé une procédure pour innocenter officiellement son père. Il a commencé l'enquête avec l'aide d'une équipe bénévole d'avocats, de détectives et surtout du docteur Mohammad Tahir, l'un des experts les plus réputés du pays en matière de médecine légale. Sam Jr. fait donc sa petite enquête et au terme de celle-ci, il va pouvoir affirmer qu'il y avait bel et bien eu un autre homme sur les lieux du crime le soir où sa mère a été assassinée. Des analyses ADN ont été faites et on va pouvoir alors savoir que les échantillons de sang et de sperme qui avaient été trouvés sur les lieux du drame n'appartenaient ni à Marilyn Shepard ni à son mari Samuel puisque celui-ci n'avait aucune blessure ouverte au moment des faits, ce qui fait que le sang ne lui appartenait pas et le sperme n'était non plus à lui. Cet ADN appartient donc forcément à un mystérieux agresseur et on sait également que Marilyn s'était fortement débattue lors de son agression et qu'elle avait d'ailleurs mordu son agresseur. Sam Jr. affirme avoir identifié ce dernier, Richard Eberling, le laveur de carreaux qui purge une peine de prison en perpétuité pour le meurtre d'une autre femme. Richard avait en effet bien travaillé chez les Shepard 2 jours avant le meurtre et a prétendu s'y être coupé un doigt en changeant un carreau, ce qui s'est révélé faux. Les policiers ont retrouvé chez lui un diamant appartenant à Marilyn qu'il dit avoir volé chez le beau-frère de cette dernière. En 1983, selon une infirmière de la prison de Richard, il se serait même vanté d'avoir tué l'épouse du docteur Shepard. Au terme de ces analyses, le docteur Tahir n'a pas établi formellement que l'ADN analysé appartient à Richard Eberling, bien qu'il ne puisse se disculper car il présente des caractéristiques communes avec les échantillons recueillis sur les lieux du crime. Et bien qu'il soit par ailleurs impossible de prouver que cet ADN n'est pas celui du docteur Shepard puisqu'on ne le connaît pas, Sam Jr. étant convaincu décide de porter plainte contre l'État de l'Ohio pour l'emprisonnement injustifié de son père Samuel Shepard. Le procès a eu lieu en 2000 et entre-temps Richard Eberling est décédé en prison. Le corps de Samuel Shepard est resté enterré jusqu'en septembre 1997, date à laquelle il a été exhumé pour pouvoir avoir son ADN dans le cadre du procès intenté par son fils afin de prouver son innocence. Le procès a eu lieu en 2000 et entre-temps, Richard Eberling est décédé de son côté en prison. Et les tests ADN de leur côté ont pu acquitter Samuel Shepard du meurtre de sa femme. Une fois innocenté, Samuel Shepard a de nouveau été enterré et cette fois-ci il a été incinéré et enterré avec les cendres de sa femme Marilyn Shepard.
C'est donc tout pour l'affaire de Samuel et Marilyn Shepard. J'espère que cette histoire vous aura plu et intrigué. Personnellement, j'avais bien aimé cette histoire parce que je m'attendais pas du tout à cette fin. Pour moi, dès le départ, c'était son mari, Samuel Shepard, qui avait tué sa femme, qui avait été en prison, et basta, on n'en parle plus. Mais finalement, celui-ci a été libéré. On a pu prouver par la suite que ce n'était pas l'assassin de sa femme. Donc j'imagine tout ce qu'il a dû endurer pendant ces longues années entre le meurtre de sa femme, les procès, le fait d'être emprisonné pendant de longues années, et le reste de sa famille peut vraiment être fier de son fils Sam Junior d'avoir tout fait jusqu'au bout pour laver l'honneur de son père. Quoi qu'il en soit, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et des commentaires et vous abonner juste en dessous, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.